Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h, comme tous les jours, avec vous Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également, avec Guy Birenbaum, et notre invité ce matin est porte-parole de la France Insoumise. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. La justice et les affaires occupent une grande place dans cette campagne, et si l'on écoute Marine Le Pen et François Fillon, dans cet ordre-là, ça n'est pas du hasard. C'est quand même assez étonnant que brutalement, 2 mois avant la présidentielle, il y ait cette très forte activité judiciaire. Il y a là un risque très lourd, on le voit bien, d'instrumentalisation en réalité de la justice. Depuis le début, je ne suis pas traité comme un justiciable comme les autres. Il y a un calendrier qui est un calendrier qui est totalement indexé sur le calendrier politique. Vous y croyez au cabinet noir, Raquel Garrido ? Bon, vous savez que l'Élysée concentre un pouvoir très important en Ve République et que non, les comportements qui ont lieu... C'est la moralité des gens qui est questionnée. Est-ce que vous croyez au cabinet noir ? Non, je ne sais pas, j'en sais rien en fait. Je suis comme tout le monde, je suis comme vous. Je n'en sais strictement rien. Ce que je peux constater du point de vue de la logique institutionnelle, c'est que l'Élysée concentre énormément de pouvoir et que pendant la Ve République, c'est arrivé souvent que ce sentiment d'impunité qui est là à l'Élysée du fait de nos institutions. Je rappelle, le président ne rend de compte à personne, ni à la justice, ni au peuple, ni au Premier ministre, ni au Parlement, ni à personne. C'est un procès d'intention, ça. Non, c'est pas parce que l'Élysée a beaucoup de pouvoir qu'elle fait des choses illégales. Dites-moi où est l'article dans la Ve République où le président de la République rendait compte à qui que ce soit. Là, je vous parle d'une logique institutionnelle. Tous les 5 ans. Le mandat présidentiel dure 5 ans. Donc, il rendait compte au non, il ne rend pas de compte. Justement, là, je vous parle de pendant le mandat. Je vous parle d'une logique fonctionnelle. On peut le mettre en cause pour haute trahison. Ça existe. Peut-on déduire, Raquel Garrido, peut-on déduire du fait que le président a beaucoup de pouvoir, le fait qu'il se livre à des pratiques illégales ? Non. On peut pas. Je sais ce que je vous dis. Je n'en sais rien. Ce que je peux juste dire, c'est que nous avons constaté souvent, nous les citoyens français, pendant la Ve République, que le sentiment d'impunité à l'Élysée, ensuite amenait à des comportements qui confinaient au droit pénal. Voilà. On peut, au-delà de ça, on ne peut pas faire de commentaires. Et de la même façon que, à mon avis, ça sert à rien pour la part de Fillon et de Madame Le Pen, de Monsieur Fillon, Madame Le Pen, de s'acharner ainsi sur la justice, parce que la justice, elle doit faire son travail. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Là, elle fait son travail ou elle fait plus que son travail ? Elle fait son travail. Sur la célérité, corrigez-moi si je me trompe. Oui, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble quand même que c'est François Fillon qui a demandé à ce que dans son cas, la justice travaille rapidement, parce que dans sa théorie au départ, il allait être blanchi rapidement. Il avait dit à ses députés, donnez-moi 15 jours et dans 15 jours, je serai blanchi. Donc il ne peut pas aujourd'hui se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est lui qui a demandé que ça aille vite, ça va vite. Mais de toute façon, en ce qui concerne nous les citoyens, qui ne sommes ni des juges, ni ces hauts responsables candidats, il me semble que la vraie question qui se pose pour assurer l'éthique en politique, qui est une question qui ne se pose pas d'aujourd'hui, elle ne se pose pas là, la dernière seconde sur la présidentielle, c'est un mouvement profond dans la société française pour plus d'éthique en politique. La réponse, je crois, c'est celle que nous apportons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est celle de générer dans la cité des mécanismes de contrôle citoyen. C'est-à-dire que si on avait le droit de révoquer les élus entre les élections, selon des mécanismes, bien sûr, civilisés, organisés, etc., eh bien, vous auriez plus d'éthique en politique. Et là, je crois que c'est un des points forts de la campagne de Mélenchon, parce qu'il a senti... On l'a senti dans la rue le 18 mars, avec 130 000 personnes dans la rue qui demandent plus d'éthique en politique, contrôle citoyen. Mais ça, ces 130 000-là, je pense que c'est la pointe de l'iceberg. Il y a débat sur les 130 000, je ne veux pas... Non, je vous assure qu'il n'y a pas débat, parce que personne d'autre n'a donné de chiffres, et que tout indique que c'est vrai, il y avait un logiciel pour que vous puissiez tous vérifier. C'est important de le reconnaître. Nous avons fait la plus grande démonstration de force de toute cette campagne. Là, par exemple, si on était dans le cas d'école de la révocation d'élus, François Fillon révoqué à quel moment ? Est-ce que c'est au moment où l'affaire sort ? Est-ce que c'est au moment de sa mise en examen ? Est-ce que c'est à quel moment ça marche ? Alors justement, dans le cadre, là c'est une primaire, donc il est délégué, on va dire, par des voix qui s'expriment lors d'une primaire. Si on était dans une société où il y avait une logique de révocabilité, alors le même corps électoral qui l'a désigné pourrait, selon des mécanismes bien sûr... Est-ce que c'est pas une immense prise au court-termisme ? On dit souvent les politiques, le problème c'est qu'ils sont soumis à réélection tout le temps, donc ils sont incapables de penser le long terme. Si ils ont le risque d'être révoqués tous les 3 mois, comment peuvent-ils avoir une politique à long terme ?
Bon, on n'est pas obligé de le faire tous les 3 mois. Hein. Dans les pays où ça existe, par exemple, des fois, c'est une fois seulement dans le mandat, à partir de la mi-mandat. Selon des modalités, par exemple, dans certains pays, c'est 20% du corps électoral Mais donc, qu'il faut réunir pour avoir... Les politiques auront le nez sur le guidon, perpétuellement. Mais vaut mieux que les politiques aient le nez, par exemple, sur leurs engagements de campagne, plutôt que sur leur propre réélection en permanence ou leur propre petite position. Parce que le problème, si vous voulez, moi, je veux bien admettre que ça génère un peu d'instabilité, potentiellement. Mais en vérité, si vous y regardez bien, je crois que c'est l'inverse. C'est le chaos et l'illégitimité qui créent l'instabilité. La situation actuelle me semble très instable. Alors que si vous avez des élus qui sont là, sur la base, par exemple, d'une forte intensité de délibération citoyenne, parce que les gens ont regardé les programmes en amont, en disant, tiens, cette fois, ils vont être appliqués, donc je vais aller regarder les programmes. Eh bien, il me semble qu'on s'élève tous, et en fait, il n'y aura pas de révocation, parce que tout le monde va monter d'un cran du point de vue de la responsabilité politique. Il faut remettre de l'éthique en politique, c'est un moyen. Si vous en avez un autre, Gilles Borstein, proposez-le, mais celui-ci, c'est celui que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon. En attendant la question de Jean-Michel. Beaucoup de ceux qui perturbent les déplacements de François Fillon se réclament de votre mouvement, le concert de casseroles. Bon, d'accord, je ne savais pas. Ah, c'est vrai. Vous avez bien fait de venir, très bien. On apprend des choses. Vous les soutenez, vous les encouragez? Écoutez, c'est soit des militants communistes, soit des insoumis, soit il y a un peu de. Je sais pas, je suis surpris que vous ne le saviez pas. Non, c'est pas pareil, c'est même très différent, oui, parfois. Vous avez raison. Non, moi, il me semble que la bonne méthode de campagne, c'est celle qui met en avant les réponses et les solutions programmatiques. Dans le fond, tirer sur l'ambulance à ce stade, ça ne sert à rien. Nous constatons cette chute de la Ve République parce qu'elle a perdu le consentement, dans le fond majoritaire de la société, qui est ce qui est nécessaire pour qu'une constitution puisse s'appeler constitution. Donc aujourd'hui, nous les insoumis, nous édifions la Sixième République. Il faut expliquer ce que ce sera cette assemblée constituante. En quoi c'est une modalité pacifique de règlement des différends. La paix versus la tension. La fraternité versus l'agressivité de tous contre tous, c'est ça que nous incarnons. Donc non, s'il y a des insoumis qui font ça, je pense qu'il ferait mieux de mettre en place, par exemple, comme nous le faisons dans plein d'endroits, des ateliers constituants où les citoyens commencent à parler. Faut-il prendre en compte le vote blanc dans le suffrage exprimé? Faut-il le droit de vote à 16 ans? Faut-il la règle verte? Faut-il le droit de préemption des travailleurs sur leur outil de travail sous la forme d'une coopérative? Tout un tas de sujets qui se posent dans la Sixième République et il faut commencer maintenant à en discuter. Et cette discussion continue dans une minute. Il est 8h40. David Debat pour l'essentiel. Le ministère de l'Intérieur parle d'une instrumentalisation de la crise en pleine campagne présidentielle. Erika Barretz, la ministre des Outre-mer, appelle pour sa part au calme. Grève générale en Guyane, mouvement lancé pour réclamer de meilleures conditions de vie. Les autorités soudanaises coopèrent avec la France après l'enlèvement. C'était jeudi d'un ressortissant français au Tchad. Ses ravisseurs ont depuis trouvé refuge au Soudan. Cet employé d'une société minière a été enlevé à 800 km à l'est d'N'Djamena. Le parti d'Angela Merkel remporte une élection régionale test en Sarre avec moins de 30% des suffrages. Les espoirs du Parti social-démocrate ont été douchés. Il espère faire chuter la chancelière à l'occasion des prochaines élections législatives. Spectaculaire incendie la nuit dernière à Bondy, c'est en Seine-Saint-Denis. Un stock de palettes a pris feu dans une zone industrielle. Sous l'effet de la chaleur, des bonbonnes de gaz ont explosé. Il n'y a pas de blessés. Et puis une centaine de pays réunis aujourd'hui à l'ONU pour des négociations inédites. Objectif, aboutir à un traité interdisant les armes nucléaires, une initiative qui n'a pas reçu le soutien des États-Unis, de la France ou encore du Royaume-Uni et de la Russie. France Info. Raquel Garrido est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. Oui, on reparle d'une candidature unique Hamon-Mélenchon et celui qui en parle le mieux, c'est Vincent Peillon. C'était hier sur ce même plateau, mais sur France Inter et France Info Télé. On l'écoute. Je crois que cette question, normalement, en tout cas je le souhaite, va se poser dans les jours qui viennent. Donc je souhaite que nos dirigeants politiques, et en particulier là Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, retrouvent le chemin du dialogue et, bien entendu, puissent faire cette proposition politique. Alors, je regrette que vous n'ayez pas mis la question qui était posée. Ah, on ne peut pas tout mettre, vous savez. Ah non, mais là, c'était intéressant parce qu'il répond à une question très précise qui est la question de savoir si Benoît Hamon doit envisager de se retirer pour se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est celle-ci la question qui est posée à Vincent Peillon. C'est pas dans l'autre sens. Donc je note que maintenant, la question qui se pose, elle est dans ce sens-là. Le fait que Vincent Peillon réponde en disant « il va de soi que cette question va se poser », il me semble que c'est quelque chose de nouveau dans cette campagne. Voilà, je constate que ça se pose maintenant chez des socialistes Qu'est-ce qui fonde de cette question? Ce sont les sondages.
Oui. Hein, c'est terrible. Voyez, les sondages qu'on critique tout le temps, quelquefois, ils sont utiles dans le débat politique. Écoutez, moi, personnellement, jamais vous me prendrez la main dans le sac de tirer argument d'un... Ah non. À l'instant. Je n'ai pas dit... Ah non, vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit. J'ai constaté que chez les socialistes, la question du retrait de Benoît Hamon se posait. Moi, je ne tire pas argument des sondages. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Écoutez, je pense que la question de la prise en compte de ce que représente cette campagne Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement profond dans la société. Tout à l'heure, je le disais, d'accord, pour plus d'éthique en politique, plus de contrôle citoyen. Il y a un grand répondant dans la rue, dans les meetings, sur les réseaux sociaux. Tous les indicateurs, je ne parle pas des sondages, tous les indicateurs de la vie réelle montrent qu'il y a une grande dynamique qui peut être victorieuse. Il me semble que diviser le camp de la 6e République, diviser le camp de ceux qui revendiquent ce mouvement pour abolir la monarchie présidentielle, c'est pas opportun. Pourquoi? En plus, pour un patriotisme de parti. Donc bon, après, je ne veux pas sembler arrogante parce que, voilà, je ne veux pas être celui qui dit... tout le monde n'a pas à se présenter. Est-ce qu'il pourrait y avoir une initiative, cette fois, de Jean-Luc Mélenchon vers Benoît Hamon? Mais je ne crois pas qu'il faille faire comme ça. C'est-à-dire que ce mouvement dont je parle dans la société, il n'est pas... représenté par des accords d'appareil. Ce serait ne pas comprendre ce qui se passe dans la société. Mais là, c'est des hommes, c'est deux candidats. C'est encore pire. Des accords d'hommes, c'est encore pire que des accords d'appareil. Non, mais il faut bien qu'ils se parlent à un moment. C'est pire. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un homme. Jean-Luc Mélenchon... Ah si, je crains que oui. J'ai peur que votre phrase soit interprétée face du buzz. N'est pas qu'un homme. Pour repart en arrière. Jean-Luc Mélenchon n'est pas qu'un homme. Voilà, il est le porte-parole. Ça va pas non plus, Il est le porte-parole d'un mouvement, d'une société qui est profond. C'est pas pour rien que la France insoumise a lancé sa campagne hors les partis. C'est pas pour rien. Donc ce que vous dites, c'est que la France insoumise toute seule, le mouvement tout seul peut accéder au deuxième tour. On n'a besoin de personne d'autre. On a besoin quand même de tous les Français pour y arriver. Donc c'est ça l'objectif, c'est de convaincre la grande masse des Français qui sont dégoûtés par la politique. On a toujours dit que notre cible était celle-ci. C'était pas de faire une session de thérapie familiale au sein de la gauche et de réaffirmer des identités. Si Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon restent tous les deux, il n'y a pas de deuxième tour ni pour l'un ni pour l'autre. Mais ça, c'est vous qui le dites parce que vous croyez au sondage. Voilà. Mais moi, je ne crois pas au sondage. Donc je pense qu'un sondage aujourd'hui, les instituts de sondage se trompent pour plein de raisons, et des fois mentent aussi pour d'autres raisons. Mais ah bon? Oui, parce que vous avez les preuves? J'ai la preuve qu'ils ne respectent pas la loi 77 sur les sondages. Parce que la loi 77 sur les sondages prescrit que les instituts de sondage doivent communiquer à la commission des sondages le taux de redressement. Or, ils refusent de le faire sous prétexte que ce serait, entre guillemets, du secret des affaires. Oui, d'accord. Ils mentent. Donc, il y a une loi. C'est une accusation. Vous refusiez tout à l'heure de proférer par accusation concernant le cabinet noir. Le taux de redressement, pour expliquer aux gens, d'ailleurs, c'est une sorte de rééquilibrage du sondage. C'est la recette de cuisine, quoi. C'est pas du mensonge. C'est doigt mouillé. Donc, le jour où les instituts de sondage communiqueront les taux de redressement, moi, j'accepterai de les prendre en compte comme information. En attendant, un citoyen libre a le droit de se forger librement son opinion politique, et une campagne électorale, c'est d'abord cela. C'est-à-dire, nous, citoyens, nous confrontons les programmes, nous forgeons une opinion politique, nous la faisons valoir dans l'urne, et ce faisant, nous donnons un mandat aux gouvernants. Et les gens qui, aujourd'hui, franchement, font des calculs en votant non pas sur leur opinion politique, mais selon des calculs de sondage, je trouve que c'est une distorsion très très triste et très malheureuse de la démocratie. Et commençons par lire les programmes. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a une possibilité pour la France insoumise de gagner réellement cette élection, parce qu'il y a dans la société française un désir d'édifier une démocratie nouvelle. Et Jean-Luc Mélenchon a une antériorité, une légitimité pour porter cela. Un propos de Jean-Luc Mélenchon nous a surpris lundi dernier lors du débat qui a eu lieu sur TF1. C'était lors de sa conclusion. Je vous propose de l'écouter ensemble. J'assume une mission. Celle que résume ce programme qui se trouve ici et que moi-même je résume en quelques mots: rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie. Rendre la France aux Français, ça nous a un peu écorché l'oreille, pour tout vous dire. Eh bien, il faut pas. On croyait que ce slogan était à un autre parti. Mais il ne faut pas, parce que ça renvoie à la notion de souveraineté. Vous avez une extrême droite en France et d'ailleurs en Europe qui conçoit la souveraineté comme une notion de frontière interétatique qui l'accompagne d'une vision de société qui serait des nations ethniques. Voilà. Nous, à l'inverse, nous sommes fidèles à l'idée d'une nation civique. Ce qui constitue la nation française, excusez-moi, rendre la France aux Français, ça veut dire que les Français ne sont plus maîtres chez eux.
Donc c'est la même expression que Marine Le Pen. Non, ce que cela veut dire, c'est que pour que nous soyons un peuple, nous les Français, nous devons exercer effectivement le pouvoir politique. C'est ce que dit Marine Le Pen. Mais en France... c'est ce que dit Marine Le Pen, oui. Non, Marine Le Pen, elle n'est pas pour la 6e République. Elle a même dit lors de ce débat que la 5e République lui allait très bien. Je ne sais pas si elle est pour la 6e République, mais elle veut rendre la France aux Français pour que les Français exercent le pouvoir en France. Non, justement, non, parce qu'elle est pour qu'elle exerce le pouvoir en France. C'est très différent. La 6e République, c'est un procès, justement, c'est ce qui doit permettre à ce que la souveraineté émane réellement du peuple. Ouais. La souveraineté, c'est la souveraineté populaire. Ça ne peut pas tout résumer, quand même. Donc, vous en parlez depuis tout à l'heure. C'est le point numéro 1, Jean-Michel Apathy, c'est notre tâche historique. C'est même le point unique, oui. Et non, pardonnez-moi, mais si vous voulez qu'on parle d'autre chose, on parle de social, on parle d'écologie, on peut en parler, Jean-Michel Apathy. Mais admettez que peut-être vous avez fait la grande partie de votre carrière sous 5e République, vous êtes habitué à ce système. Admettez que pour des gens de ma génération, comme Jean-Luc Mélenchon, admettez que des gens, que pour ma génération, l'abolition de ce régime, c'est une tâche historique. Moi, plus jamais je ne referai de la politique, la course des petits chevaux de la 5e République, ça ne m'intéresse pas. On en reparlera dans 20 ans. J'espère que je serai là encore, on en reparlera dans 20 ans. Que veut dire la formule? Il faut rendre la France aux Français pour la libérer de l'oligarchie. L'oligarchie est apatride? Ben non, pourquoi, quel rapport? S'il faut rendre la France aux Français, l'oligarchie est apatride? Ah oui, vu comme ça, oui, si vous voulez, mais bon, là, franchement, là, vous cherchez... Les mots n'ont pas de sens, peut-être. Si, l'oligarchie, ça a un sens. L'oligarchie, c'est le gouvernement des peu. Est-ce que l'oligarchie, c'est apatride? L'étymologie grecque de oligarchie, c'est gouvernement des peu. D'accord, c'est ça que cela veut dire. Mais est-ce que l'oligarchie est apatride? Un pouvoir concentré. Écoutez, arrêtez de me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire, Jean-Michel Apathy. C'est clair, non, que la société aujourd'hui en France, elle est latéralisée entre d'une part une oligarchie qui concentre le pouvoir financier et politique, voilà, entre ses mains, et d'autre part le peuple qui est nié dans sa condition même de peuple parce qu'ils n'ont pas le pouvoir démocratique. Est-ce que l'oligarchie est française? Oui. Voilà. L'oligarchie française est française. Ben voyez. Ben d'accord. Donc il faut rendre la France aux Français pour la libérer de l'oligarchie française. Oui, et ben vous voyez-le au sens de 99%, 1%, comme ça avait été dit par Bernie Sanders aux États-Unis. Voilà, rendons la France aux 99% des Français, si vous voulez. D'accord. Au fond. Vous préférez comme ça? Au fond. Ça vous rassure? Notre dialogue. Parce que c'était quoi votre crainte dans le fond? C'est qu'on soit devenu du jour au lendemain des racistes, c'est ça? Je n'avais pas de crainte particulière. Je me dis toujours. Bon, bah alors arrêtez alors. Je me dis toujours qu'il faut écouter attentivement les hommes politiques. Et souvent les prendre au mot. Oui, et donc quand on parle de l'oligarchie, on aurait pu parler de c'est quoi cette oligarchie et pourquoi ça justifie que justement la 6e République soit le point numéro 1 de notre programme L'Avenir en commun. Et la suite, c'est dans 1 minute 8h50. David Doba pour l'essentiel. Des milliers d'Australiens évacués de leurs habitations ces dernières heures. Débit se rapproche des villes côtières du Queensland. On redoute des vents de près de 300 km/h. Le cyclone devrait se renforcer et atteindre la catégorie 4 sur une échelle qui va de 1 à 5. La Guyane sous tension. Erika Baretz, la ministre des Outre-mer, appelle au calme ce matin. Grève générale illimitée à partir d'aujourd'hui. Des Guyanais qui exigent une amélioration de leur prise en charge sanitaire, une baisse du chômage ou encore un plan contre la déscolarisation des plus jeunes. Benoît Hamon dénonce sur France 2 les ralliements qui consistent à lui planter des couteaux dans le dos. Le candidat PS qui confirme par ailleurs qu'il ne retirera pas sa candidature. Et puis c'est un peu moins que l'année dernière. Le SIDAction a permis de récolter ce week-end un peu plus de 4 millions d'euros. Les dons pour cette 23e édition se poursuivent en composant le 110. Calgarido avec nous sur France Info ce matin. Gilles Bronstein, c'est vous pour la question. Oui, la Guyane entre aujourd'hui dans la grève générale. Alors écoutez l'accueil de l'envoyé spécial de l'État, un haut fonctionnaire, par l'un des 500 frères, ce mouvement qui mène la contestation en Guyane. 500 frères contre la délinquance, association contre violence, exige la venue immédiate du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, de la Justice, de l'Économie, des Finances et de la Santé. Nous ne voulons pas discuter avec vous. Mesdames et messieurs, la discussion est terminée. Saluez le ministre pour nous et dites-lui de venir. Qu'est-ce que vous pensez de cet attirail, lunettes, cagoule? Écoutez, je constate que les personnes qui sont face à eux ne leur ont même pas demandé de montrer leur visage. Les hauts fonctionnaires qui représentent l'État, eux, ça leur pose visiblement pas de problème. Et vous, ça vous en pose? Donc moi, je pars du principe qu'à un moment donné, on en est là.
si on en est là, c'est-à-dire que des très hauts fonctionnaires viennent et n'ont même pas la légitimité pour demander aux personnes de montrer leur visage, c'est que c'est un aveu total de faiblesse et du bilan de ce gouvernement par rapport à la Guyane. Voilà la réalité. Il aurait dû, le haut fonctionnaire, refuser le dialogue avec lui, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne devrait même pas être là. Ceux qui devraient être là, ce sont les ministres. La lettre qui a été adressée au gouvernement et qui est très touchante d'ailleurs, qui est très étayée sur la vraie situation sociale de Guyane, elle demande une délégation interministérielle de plusieurs ministres, demande la présence de plusieurs ministres, et on ne leur envoie aucun. Bon. Donc à partir de là, envoyer comme ça ces fonctionnaires-là, suppléer à l'absence de dignité politique même de ce gouvernement, bon, ben, on en arrive à là. Du coup, ils n'ont même pas la légitimité de leur dire enlevez votre cagoule. Et ils se parlent dans la rue, comme ça, sans aucune... Oui. Pourquoi absence de dignité politique? Parce que la dignité politique, à un moment donné, elle implique que quand 240 000 Français revendiquent des choses qui sont basiques, comme le droit à l'éducation, le droit à l'eau, le droit à l'électricité, le droit à des hôpitaux, la moindre des choses, c'est qu'on se déplace pour l'écouter, surtout quand on a fait des promesses qui, encore une fois, sont non tenues. Donc oui, c'est une question de dignité. La responsabilité politique, pour moi, c'est de la dignité politique. Est-ce que des notions comme l'indépendance, ce territoire d'outre-mer, est-ce que c'est des réflexions qui existent au sein de votre mouvement ou pas? Si la métropole ne peut pas subvenir à leurs besoins, est-ce qu'il faut penser la situation autrement? Non, nous sommes très raccord avec le contenu de la lettre justement qui a été adressée au gouvernement et qui parle de l'attachement de la Guyane à la patrie française. Ce sont nos compatriotes. Et l'objectif, je crois, c'est que ce programme que nous avons élaboré, l'avenir en commun, qui vise aussi à sortir de la misère les Français en métropole, doit s'appliquer aussi en Guyane. La Guyane, c'est un héritage de l'histoire. Ça suffit pour légitimer l'appartenance à la France? Mais il y a aussi un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les Guyanais ils ont réaffirmé encore une fois leur attachement à la patrie. Je pense qu'on doit être reconnaissant des Guyanais qui veulent justement être des Français comme les autres et nous ne pouvons pas avoir une condescendance qui consiste à les reléguer dans des zones de misère ou dans une économie de comptoir où on fait nos mines d'or qui polluent tout, qui salissent tout et pour finalement la richesse de quelques-uns. Dans l'actualité, en Sarre, la victoire du parti d'Angela Merkel, 12 ans de pouvoir, on dit en France, on ne tient jamais longtemps au pouvoir. Hein. On disait la gauche est en plein boom en Allemagne, et puis on constate quand on ouvre les urnes que ce n'est pas le cas. Ça suscite un commentaire chez vous? Pour moi, l'Allemagne, c'est un cas très particulier par rapport à la France. Après, des cas comme ça existe dans d'autres pays d'Europe de l'Est, parce que les sociodémocrates, le plus souvent, gouvernent avec la CDU, avec la droite. Donc, en fait, c'est le bipartisanisme qui existe déjà au Parlement européen, qui est le cœur du programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sa logique, c'est une logique à l'américaine. Ça plaît aux gens, ça plaît aux électeurs peut-être aux Allemands, ça plaît peut-être aux Américains, mais moi, j'espère que ça ne plaira pas aux Français, parce que le bipartisanisme, aujourd'hui, Emmanuel Macron dit qu'il est et de droite et de gauche. En fait, il est EPS et les Républicains. C'est pas du bipartisanisme, ce sont des contrats de coalition. C'est très écrit, ça fait des kilos et des kilos. Oui, j'utilise le terme bipartisanisme parce que c'est celui qui est utilisé aux États-Unis. C'est-à-dire, par exemple, le fait que quand les démocrates et les républicains se mettent d'accord, les contrats, justement, l'accord, ils appellent ça bipartisanisme. Donc c'est la même chose en réalité. C'est cette idée que pour gouverner, il faut l'accord des deux grosses forces en présence. Moi, je pense que ça, c'est la négation de la démocratie. Parce que quand vous élisez, par exemple, vous prenez au Parlement européen, vous votez pour quelqu'un, admettons, de droite, et en fait, ils se mettent d'accord avec ceux de gauche, entre guillemets, tout ça est à mettre entre 1000 guillemets. Parce qu'au final, c'est toujours les mêmes qui gouvernent. Là, sur Emmanuel Macron, là, on voit bien la réunion qui se fait, donc il n'y a pas de mensonge. On voit que ça va de Alain Madelin à Robert. On le voit, physiquement. Donc, y a pas, où est le mensonge? C'est-à-dire qu'au début, quand même, je constate qu'il avait dit loin des partis, loin des caciques, que je ne suis pas une auberge, et de droite et de gauche, comme maniant un peu ses idées conceptuellement, et on s'aperçoit que c'est pas et de droite et de gauche, c'est et PS et les Républicains. C'est-à-dire il prend les deux piliers de la Ve République et il les recycle. La question, c'était un mot sur Angela Merkel. 12 ans de pouvoir, une femme forte, une femme qui garde la confiance des Allemands. Je ne sais pas, quand on est insoumis comme vous, quel regard on a sur la femme politique qu'est Angela Merkel. Bon, écoutez, ou alors vous auriez pu me dire Margaret Thatcher aussi. Non, je ne vous dis pas Margaret Thatcher, je vous parle d'Angela Merkel. Vous pouvez ne pas répondre sur Angela Merkel. Hein, non, mais je veux dire, j'ai pas d'avis en particulier sur Angela Merkel. Je constate qu'elle est la chancelière d'Allemagne et que de ce point de vue-là, elle défend des intérêts particuliers qui sont ceux de l'Allemagne. Et il me semble que
elle a trouvé jusqu'à présent face à elle les présidents français qui ont toujours eu à cœur de vite aller devancer ses désirs plutôt que de représenter. Manifestation hier à Moscou, 700 opposants arrêtés. Comment qualifieriez-vous le régime russe aujourd'hui? C'est une dictature, c'est une démocratie? C'est une oligarchie. Et moi, je vois d'un bon œil ces mouvements dans les pays de l'Est. Pas exactement comme la France, bien entendu. Vous savez, Jean-Michel Apathy, moi, je suis née au Chili. Vous voyez, d'accord. Donc, mes parents ont dû quitter le Chili après le coup d'État, ce qui fait que je sais bien la différence entre un pays quand je chemine vers lui, je suis mis en prison, et un autre où c'est pas le cas comme la France. Je comprends la différence, mais je ne veux pas à partir de là partir du principe que ce qui se passe chez nous est formidable. Voilà. Quand je dis que c'est une oligarchie chez nous, c'est parce que quand je chemine vers lui en tant que citoyen français, en réalité, il y a tout un tas de choses qui m'empêchent réellement d'exercer le pouvoir. Donc, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Mais en matière de démocratie, il ne faut pas trop se rassurer en regardant les autres. Mais est-ce qu'il fallait cheminer vers Vladimir Poutine? Tiens, il nous reste juste une poignée de secondes, comme l'a fait Marine Le Pen, ou pas du tout? Tort, elle a absolument pas. Absolument pas. C'est déplorable l'image qu'elle donne de la France, comme ça, d'aller voir M. Poutine à quelques jours des élections, et en plus se faire photographier avec cet antisémite homophobe. C'est absolument inacceptable, parce que moi, je ne sais pas qui est le Sherpa. Celui avec lequel elle a fait un selfie. Je crois que c'est terminé. Je ne sais pas qui est le Sherpa qui lui fait ses voyages internationaux, mais c'est soit ni fait ni à faire, soit vraiment profondément un signal très néfaste par rapport à tous ceux qui pensaient qu'elle était dédiabolisée et qu'elle n'avait aucun rapport avec l'antisémitisme et l'homophobie. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et à demain, merci.